Comment vas-tu? Ça va? Wallahi, ça va, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Eh bien, encore une fois, je suis toujours très heureux de te retrouver sur Radio Al-Ghorba. Avant toute chose, j'aimerais bien souhaiter à tous nos amis chrétiens qui nous écoutent une bonne année, présenter des vœux de bonheur, de santé, d'amour. Je crois qu'on en a tous besoin. Et pour notre communauté, que Dieu fasse encore une fois que notre communauté s'unisse et qu'elle mène un combat pour justement éviter toutes ces injustices et ces agressions dont parfois ils souffrent. Voilà, je voulais dire ça. Aujourd'hui, encore une fois, Nourdine, comme tu sais, le sujet que nous avons choisi, c'est un sujet qui est très délicat, c'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de la laïcité et de la démocratie. Et je dirais même aussi, on va parler le droit à la liberté de conscience. Les polémiques sur la laïcité se multiplient sans pour autant que l'on puisse saisir les enjeux qu'elle implique. La laïcité implique une conception de la société et l'attitude que cette dernière devrait avoir vis-à-vis des cultes ou des philosophies de pensée. Or, une vision philosophique de la laïcité ne permet pas aujourd'hui de gouverner les individus tant qu'il y a de façons de l'interpréter, de la conceptualiser. À titre d'exemple, je vais parler de cette expression de la laïcité en France et par qui? Par la nouvelle ministre de l'Éducation, celle qui vient d'être nommée dans le nouveau gouvernement de François Bayrou. C'est Elisabeth Borne qui, dans son premier discours en tant que nouveau ministre de l'Éducation, met en vision ministérielle sa propre, je dis bien sa propre interprétation et je cite, elle dit ceci: je suis lucide, je suis la 6e ministre à être nommée en un peu plus de 2 ans et demi et je mesure les difficultés et les attentes de la communauté éducative et du monde universitaire et de la recherche. Et elle continue en soulignant, en insistant sur l'importance, voilà ce qu'elle continue à dire, de donner un coup d'arrêt à la montée des incivilités, des insultes, voire des violences dans nos établissements et aux atteintes à la laïcité dans nos écoles. Alors la question que je me pose, c'est de qui parle-t-elle et à qui s'adresse-t-elle? Parce qu'en France, autant que je sache, la sacro-sainte laïcité repose sur 3 principes: la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites et le respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et enfin, l'égalité de tous, je dis bien de tous, l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. Mais qu'en est-il réellement dans la France, qui est pourtant parmi un des rares pays au monde à avoir inscrit dans sa constitution les principes de séparation et de neutralité de l'État? Je dirais même peut-être, bon, moi qui suis aux États-Unis, on pourra peut-être même parler de faire la comparaison entre l'expression de la laïcité en France et celle qui en est faite aux États-Unis. Alors moi je dis, allons, venons sur Radio Al-Ghorba, allons prendre les sentiers d'ailleurs pour chercher la lumière sur cette liberté de conscience. Et je te laisse la parole. Wallah, si Mohamed, c'est vrai qu'au nom de la laïcité, on fait n'importe quoi. Je pense que le monde a évolué, le monde avance, et on a l'impression que la France est en train de régresser. Si on parle de laïcité, un pays comme la France, la laïcité, la loi 1905 et 1907, l'Algérie, c'était un État, un département français. Absolument. La laïcité ne s'est jamais appliquée pour lui. Le problème qui s'est posé en Algérie au nom de cette laïcité, les protestants, les chrétiens, les juifs, et ils avaient même leur dieu de culte et étaient pris en charge par l'État français. Les mosquées, les lieux de culte musulmans, ils recevaient à peu près dans les 25% de moins que les autres communautés, et pourtant la communauté principale, c'est la communauté musulmane. On ne donne rien du tout. C'est que le problème, c'est Mohamed, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale française. Et un débat en 1940, voilà, pour avoir la date exacte, le 30 août 1947, auquel un grand militant, député, Allah yarhamou,
Boukadoum, Simchoud Boukadoum, Yaïtoul aussi Hawass, qui a tenu des propos à l'Assemblée nationale française, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il a détaillé c'était quoi la laïcité. Il a essayé de faire comprendre. Il y avait lui qui a intervenu. Il y avait Mzranna qui a intervenu. C'est député de l'Assemblée nationale française. Il y a Djemal Derdour qui a intervenu. Et ils ont essayé de prouver que la laïcité, c'est quelque chose les musulmans qui devaient être concernés, on interdisait même la langue arabe, on la considérait comme une langue étrangère. Donc, au nom de la laïcité, on peut parler, et c'est le seul pays en Europe qui, soi-disant, que n'est pas laïque, qui exerce ce qu'il fait actuellement. C'est pour ça qu'il y a une discrimination. Et la discrimination, elle vient pas parce que c'est contre les Algériens, ou là, les Noirs, ou là, les Arabes, ou là, les Maghrébins. C'est une discrimination et c'est une haine viscérale vis-à-vis de l'islam. C'est l'islam qui est visé, ce n'est pas les individus, si on peut en parler. Et à chaque fois, si on peut simplement parler des mosquées à Alger, Tchawa et tout ça, qui ont été transformées en cathédrales. La mosquée de Constantine, plusieurs mosquées transformées en cathédrales. Donc c'est pour ça qu'au nom de cette laïcité, c'est pour ça que pour moi personnellement, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça c'est pour cacher les problèmes qui existent en France ici. Quand elle dit les incivilités, qu'elle allait les combattre. Dans un pays où il y a 12 millions d'enfants qui sont scolarisés entre le lycée, le collège et peut-être même plus que 12 millions. Et on prend 4-5 exemples sur 12 millions et après on les met, voilà, parce qu'ils n'ont rien à présenter. Aujourd'hui, cette communauté musulmane, je dis bien musulmane, pas d'origine X ou Y, cette communauté musulmane, l'islam est bien ancré en France. Qu'ils ne veulent pas, ils peuvent même plus reculer. C'est pour ça qu'ils disent n'importe quoi, les Rapaillots, les Darmanin et tous ces gens-là. Et c'est pour ça que nous, maintenant, c'est Mohamed, l'idée que j'ai eue tout à l'heure avant de commencer l'émission, si vous pouvez créer une fondation. La fondation, c'est quoi? Simplement, c'est pour s'intéresser à l'histoire de cette colonisation et de mettre les moyens et de demander, par exemple, à un pays comme l'Algérie d'aider cette fondation. Qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut simplement des étudiants qui peuvent avoir une bourse pour venir s'intéresser à tout ce qui s'est passé pendant cette période. Et on apprend tout le temps, on apprend tout le temps, on apprend tout le temps. On apprend tout le temps. Moi, c'est ça ce qui me choque. Aujourd'hui, cette communauté, elle est visible. Elle est de partout. Ils sont dans la justice, dans la police. C'est plus que l'intégration. Et c'est des gens qui ont été fidèles à ce pays qui est la France. N'oublions pas le sacrifice de la Première Guerre mondiale, le sacrifice de la Deuxième Guerre mondiale. Et si on remonte à loin, 1832, les premiers régiments des Zouaves, et ainsi de suite, ils ont toujours combattu du côté de la France et en étant toujours fidèles. Mais cette France raciste et xénophobe n'a jamais admis que des musulmans puissent accéder à des postes très importants. Juste pour que les gens qui nous écoutent, de 1830 à 1962, il y a eu, je crois, un seul général. Et pour vous dire, un seul général. Voilà, et donc on voit simplement, et pourtant c'est ces gens-là qui ont libéré ce pays qui est la France, à l'époque où beaucoup de Français, je peux dire la majeure partie des Français étaient du côté du régime de Vichy. Je vous laisse dire quelque chose. Tu sais, ce que tu viens d'énoncer là, pour moi, c'est toujours très émotionnel. Tu parles de cette laïcité et son expression. Tu sais, j'ai noté ces derniers temps en France, avec la période électorale, bien sûr, comment tous les partis dits républicains se sont associés aux thèses de l'extrême droite. Tout ça pour ne pas laisser passer le groupe de Jean-Luc Mélenchon, parce que lui, je pense que c'est un vrai démocrate et il défendait lui aussi cette loi de 1905 pour qu'elle soit applicable à tous. Mais il y a eu ce matraquage médiatique dans les revues et sur tous les plateaux de télévision française. Et je devrais même dire que j'ai vu certains penseurs séculaires algériens qui se disent des défenseurs de laïcité et clament que ce concept de 1905 est un pilier de toute démocratie. Moi,
je me permets de partager avec toi ce à quoi elles font référence, cette fameuse définition de la laïcité, cette fameuse loi de 1905. Tu en as touché un mot, mais je vais encore, en essayant de faire passer cette émotion-là, j'ai la gorge serrée, cette fameuse loi de 1905 séparant l'Église de l'État. Elle dit, cette fameuse loi, que la République assure la liberté de conscience. Cette loi dit qu'elle garantit la libre, je parle de la loi 1905, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées, si après dans l'intérêt de l'ordre public. Puis en conclusion, cette même loi statue des règlements de l'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies. Je crois que beaucoup n'ont pas lu le texte intégral de cette loi jusqu'à sa conclusion. Et je répète, cette conclusion dit des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies. Déjà là, on sent que cette loi de 1905, qui est une loi normalement qui est là pour protéger tous les cultes, le droit, d'ailleurs c'est le droit de croire ou de ne pas croire à la religion, mais tout cela en toute liberté et en toute liberté surtout de conscience. Alors je m'adresse à ces Kamel Daoud, à ces Sansal, à ces Amin Zewi, qui font la une des journaux, clamant les bienfaits de la laïcité française et se faisant la bonne conscience de cette même laïcité en usant de leur pouvoir médiatique à démontrer leur désir de voir son application. Je dis bien les noms que je viens de citer, ils veulent voir son application dans les pays arabo-musulmans. Ils n'ont pas lu la loi 1905 jusqu'au bout. Je ne les ai pas vus, moi, dénoncer ce qui s'était passé en Birmanie, en Birmanie avec les musulmans birmans. Je ne les ai pas entendus parler ou défendre cette loi pour défendre les musulmans, les Ouïghours en Chine, ou encore les Tchétcheniens en Russie, ou bien même près de nous. C'est Daoud, c'est Sansal, c'est Zawi qui vont en Israël, mais qui n'ont jamais, en tout cas à ma connaissance, le seul dénominateur commun qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont jamais condamné le génocide des minorités musulmanes. Moi, je conseille vivement à tous nos éditeurs de lire entièrement les articles de la loi 1905, surtout aux Français musulmans, et qu'ils se penchent sur cette liberté dite de conscience, cette liberté de culte, et de noter cette cécité intellectuelle et ce manque d'intégrité quant à l'application de cette loi de 1905. Je répète, elle n'était pas applicable en Algérie et dans les colonies. Moi, je suis par naissance un Algérien, né musulman, et par nature, je suis aussi un humanitaire, un humaniste défenseur de la liberté d'expression, de la liberté de conscience. À chacun le droit à la liberté d'expression, mais pas exprimer de fausses vérités. Regardez Sansal, lorsqu'il crachait du venin sur les musulmans en général, sur l'Algérie en particulier, en allant au mur, devant le mur des lamentations. Là, d'un seul coup, il se sentait très proche de certaines croyances. Mais lorsqu'il revient en France, il fait ses déclarations. Et on sait que sont, m'excuse encore une fois, que sont ces déclarations. Et après, bien évidemment, lorsqu'il retourne en Algérie, après avoir lâché son venin sur les plateaux du CRIF et avoir eu un dîner avec l'ancien ambassadeur dans lequel il disait que l'Algérie, bon, pratiquement, c'est un pays qui n'existait pratiquement pas. Comment voulez-vous que moi, je respecte Sansal et je défends son droit à l'expression, quand lui n'a jamais, jamais défendu le droit à l'expression de ces Français musulmans? Et je ne sais pas
comment on peut reconnaître ces gens, ces libres penseurs qu'on a médiatisés comme des défenseurs de la pensée démocratique occidentale et ses bienfaits militaires en se basant sur la loi de 1905. Moi, je leur offre une référence de lecture, c'est celle du Code de l'indigénat dont tu as parlé en introduction. Et pour moi, c'est pire que l'apartheid. Mais pourquoi, encore une fois, on s'attaque à cette communauté musulmane? Pourquoi? C'est la question que je pose à Nordine, si tu peux, toi qui vis en France, et si tu peux m'illustrer, pourquoi cette haine contre tout ce qui est musulman, contre des Français musulmans, des enfants de la République? Pourquoi, encore une fois, il n'y a pas cette égalité dans la liberté de croyance, dans la liberté de conscience? Tfadal. C'est-à-dire le problème qui se pose là en France, c'est que c'est vrai qu'il y a des lobbies qui sont très puissants. Vous savez, au moins ils ont compris les nouvelles guerres, c'est l'information, c'est la communication, et ils ont investi ce domaine-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se sent un peu, quand on va par exemple dans un pays comme la France, et on n'a pas, à part Radio Maghreb ou la radio Beurre, où il y a 2-3 radios, pour une population qui avoisine les 10 ou les 12 millions de musulmans. Donc c'est ça le muscle. Ils ont investi bien comme il faut. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui se battent et qui ne se laissent pas faire. Moi, j'ai toujours voulu, souhaiter que des gens de chez nous puissent s'intéresser à l'histoire de ce pays. Quand on voit simplement, c'est Mohamed, j'ai juste le journal officiel du 20 juillet 1945 a publié l'arrêté du 12 juillet 1945 imposant aux maîtres des écoles arabes la connaissance obligatoire du français. Qu'est-ce que ça a par la suite? Les conséquences, la quasi-totalité de ces maîtres ignorant le français. Cette mesure a entraîné immédiatement la fermeture de toutes les médersa et écoles coraniques. Donc ils utilisent des moyens légaux, en quelque sorte. Il y a eu quelques députés qui se battent, mais ils n'ont pas la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et à chaque fois, cette peur ils ont peur de l'islam et des musulmans. Et pourtant, les musulmans ont montré leur fidélité à ce pays qui est la France. Ils n'ont pas trahi ce pays quand même, subhanallah. Mais c'est ça le véritable problème. Donc aujourd'hui, c'est à nous. C'est pour ça que je vous lance encore, c'est Mohamed, si vous pouvez créer une fondation, simplement, qui puisse s'occuper de l'histoire de ce pays. L'histoire. Simplement que l'histoire, sans haine, voilà qu'est-ce qui s'est passé pendant d'autres années, voilà qu'est-ce qui s'est passé là. Voilà, c'est tout que les gens sachent. Mais quand même, c'est grave. On interdit à quelqu'un. Autre chose aussi. Pour les étrangers qui vivaient en Algérie, les Espagnols, les Maltais, qui ont envahi l'Algérie après 1830, leurs enfants, quand ils naissent dans ce pays qui est l'Algérie, ils sont considérés comme français. Ils sont considérés comme français. Et les Algériens qui vivent dans ce pays-là, on leur interdit d'être des Français, sinon il faut qu'ils quittent son statut personnel parce qu'ils sont musulmans, il faut qu'ils laissent, on revient à la laïcité, laisse l'islam, laisse tout ça, et là on t'accepte. Donc vous voyez que ce racisme qui existe depuis des années, ce n'est pas simplement d'aujourd'hui. Et la seule possibilité, moi je pense que les armes qu'on peut avoir, c'est simplement d'informer nos compatriotes, de s'intéresser à l'histoire de ce pays. Ils ont la possibilité de le faire. Et il faut que vous l'aidiez comme vos enfants dans les universités, médecins, il faut qu'ils vous disent historiens, et ainsi de suite, pour donner c'est pour l'intérêt déjà pour eux et l'intérêt de ces enfants demain quand ils seront par exemple en âge de rester dans ce pays ou le quitter, on ne sait pas. Et aujourd'hui, voilà qu'est-ce qui se passe. Des lois, on interdit aux Algériens d'apprendre comme quoi que l'arabe c'est une langue étrangère, chose qui n'a jamais quand même existé. Avec l'affaire Tadé. Et le sujet, c'est Mohamed, en 1947, au sein de l'Assemblée nationale française, il y a eu des hommes. Il y a des hommes qu'on oublie, comme Mzghanna, Khidr, Moukadoum, Jamal Derdour, des sommités, de la mine de Barine. Et aujourd'hui, c'était des gens qui défendaient la dignité de l'Algérien, qui se combattaient pour leur religion. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. Comment voulez-vous qu'on puisse avancer? Mohamed. C'est-à-dire que là, il y a un travail, évidemment, je pense que ce que tu émets comme idée
à savoir qu'il y ait une fondation qui soit créée pour essayer de enlever, de débroussailler l'histoire des musulmans en France. Mais moi, quand il y a ce débat, là on est en train de discuter de laïcité, je combats un pays qui est un pays de faussaires. Oui, je répète, tu as bien entendu, la France est un pays de faussaires. Et je vais remonter un petit peu à l'histoire, puis on reviendra sur la religion musulmane. Lorsque la France fait de Voltaire une icône, une gloire de la France, un idole du peuple, une référence fondatrice de la future Révolution française et de l'esprit républicain, il y a pourtant une autre face, bien moins connue, déconcertante, où le même homme, Voltaire, paraît ouvertement antisémite et raciste. Voltaire est un faussaire, et les laïcs français plus encore. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la laïcité vient et est née pratiquement avec Voltaire. Alors c'est faux. La vraie laïcité, elle n'est pas née en France avec cette fameuse loi du 9 décembre 1905 qui codifie les principes de la laïcité avec, comme je disais tout à l'heure, lorsque j'ai lu les petites notes pour dire que cette laïcité ne s'appliquera pas à l'Algérie aux colonies. Pourtant, l'Algérie et les autres colonies faisaient partie de cette France, soi-disant laïque. Mais cette France laïque qui a démontré lors des dernières élections qu'un parti fasciste et raciste prenant sa source judéo-chrétienne totalement intolérante vis-à-vis des musulmans français de non-souche. Oui, ils sont français, mais ils ont trouvé l'excuse en disant oui, mais ce ne sont pas des Français de souche. Et ce parti fasciste, il a eu un record terrifiant et inquiétant de 35% des voix de l'électorat votant. Tout Français confondu. Je dis bien, et tu me corriges pour les chiffres si ils ne sont pas exacts, c'est bien 35% des Français votants, c'est-à-dire soit un votant sur trois. Et cette laïcité, à ce que la France veut nous faire croire, en citant l'exemplarité de la laïcité de Voltaire avec son fameux traité sur la tolérance qui a été écrit à l'occasion de la mise à mort de Jean Calas en 1763 par les catholiques. Ce fameux Voltaire n'a fait que copier un philosophe arabo-musulman, sans le référer bien entendu, jusqu'à même prendre le titre pour son plagiarisme sur le traité de l'intolérance, écrit par ce fameux arabo-musulman. Oui, même le titre, Voltaire l'a volé. Voltaire était anti-juif, islamophobe et royaliste dans le sang. On n'a qu'à voir son livre, L'Esprit des Nations, où il écrit « Il n'est permis qu'à un aveugle, écrit-il, de douter que les Blancs, les Nègres, les Albinos, les Hottentotes, les Chinois, les Américains ne soient des races entièrement différentes. » En fait, la laïcité, elle est née en terre d'islam 5 siècles avant Voltaire. Elle est née au XIIe siècle sous la plume de Ibn Rushd. Ibn Rushd, plus connu sous le nom chrétien de Averroès, et qui a écrit les traités de Tahafut el-Falafasifa, je vous excuserai mon arabe, ce qui veut dire l'incohérence ou la destruction des philosophes, et en rédigeant un Tahafut el-Tafahut, l'incohérence de l'incohérence et la destruction de la destruction. Encore une fois, Voltaire a repris ses titres. En fait, on fait de lui un rationaliste, on fait de lui un prédécesseur des Lumières, ce que Voltaire, en fait, n'est qu'un raciste et un antisémite. Ibn Rushd ne met pas la raison au service d'un scepticisme
frôlant plus ou moins l'athéisme, mais au contraire, hein, au service d'un approfondissement de la foi. Il veut ainsi concilier la foi et la raison, et non pas la foi contre la raison. Le rationnel et le traditionnel, comme il le dit lui-même. Le philosophe ne peut contredire la révélation, car le vrai ne peut contredire le vrai, écrit-il. De cette affirmation, l'Occident fera la théorie de la double, ce qu'ils appellent la double vérité. Il existerait une vérité de la religion et une vérité de la raison. À partir de là, des philosophes occidentaux vont faire d'Ibn Rushd le philosophe de la laïcité qui préconisera une séparation du temporel et du spirituel. C'est notamment cette idée, en fait, assez éloignée de la pensée d'Ibn Rushd, que combat, par exemple, Thomas d'Aquin, qui veut unir la philosophie et la loi pour faire de la théologie une science rationnelle et de la philosophie une science religieuse, selon le proverbe latin philosophia ancilia theologia. Oui, Ibn Rushd incarne à lui seul un islam éclairé qui serait caractéristique de l'Andalousie. Vous savez, l'Andalousie, c'était un berceau de la civilisation en Europe. Oui, la philosophie d'Ibn Rushd, elle est là. Il parle de la révolution, il parle d'Aristote et il parle aussi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà où je dis, moi, que la France est un pays de faussaires, parce qu'elle ne veut pas reconnaître ça. C'est ça le problème que j'ai, moi, avec aujourd'hui, avec la France. Oui, et je reviens à ce que tu disais, il faut fonder des institutions qui nous parlent de l'histoire de la France et de la France musulmane. Elle existe, la France musulmane, avec des racines. On prend par exemple, tout le monde connaît le Collège de France. Mais est-ce que les Français savent que le Collège de France a été institué par François Ier lorsqu'il avait découvert l'éducation, lorsqu'il était prisonnier des musulmans? Est-ce qu'ils le savent, ça? Pourquoi ils ne parlent pas de Eva de Vitré, qui a parlé de l'islam en terre de France, ou bien encore de René Guénon, ou même la nièce de Lamartine, Apolline, qui est devenue musulmane? Pourquoi on ne parle pas des bienfaits de la religion musulmane sous les yeux de ces Français qui se sont convertis à la religion musulmane et qui ont trouvé le bonheur? Et bien sûr, je ne peux ne pas citer le poète, le fameux poète qui s'est converti à la religion musulmane, Arthur Rimbaud. Et c'est là où je dis, encore une fois, il faut citer la véritable histoire et ne pas rester dans la fausseté intellectuelle sans aucune espèce d'intégrité que l'on voit en France aujourd'hui. Je m'excuse encore une fois, Nordine, si je me suis un peu égaré dans mes Non, pas du tout. équilibrations. Au contraire, il faut se battre parce que je crois que le seul combat qu'on doit mener, nous, si on est encore de ce monde, on ne sait pas quand est-ce, c'est d'essayer de créer quelque chose et qu'elle puisse exister dans le futur. C'est très important. Je reviens juste sur les. Il y avait des biens Houbous en Algérie. Oui. Les Houbous en Algérie, ils avaient des terres, ils avaient des magasins, et cet argent qu'ils récoltaient, elle aidait les pauvres, on payait l'imam, on a payé dans la possibilité. De Bourmont, lorsqu'ils ont conquis l'Algérie, il a dit, bon, on ne va pas toucher à ces biens Houbous parce qu'ils sont inaliénables. 2-3 mois après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus sur leur parole. Donc, vous voyez que c'est des faussaires, c'est des menteurs, c'est des mensonges. Et suite à cette affaire-là, ça a créé une pauvreté extraordinaire. Voilà, c'est ça l'histoire de ce pays-là. Ils ont conquis l'Algérie, ils ont détruit, ils ont voulu la détruire, ils ont voulu dépeupler ce peuple, le massacrer, le remplacer par un autre peuple. C'était ça l'objectif de la Vigérie et de Bugeaud et de tous ces gens-là. C'était ça. Mais le peuple algérien, c'est pour ça que par rapport aux autres peuples du monde arabo-musulman, c'est pas pour nous lancer la fleur, mais comme il est différent. Les souffrances qu'il a subies depuis des siècles, pas simplement et quand même il a tenu debout, il est resté debout jusqu'à la fin d'avoir son indépendance. Et c'est pour ça, il faut essayer de faire que nos jeunes puissent s'intéresser à l'histoire. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'islam de France. Il y a un livre qui a été mis en vente, je crois, il y a 5 ou 6 ans de ça,
Et il parle de l'islam de France du début jusqu'à la fin. Il y a des possibilités. Il y a un livre aussi qui peut intéresser pas mal les gens de chez nous, c'est Le choc colonial et l'islam. C'est un très très beau livre. Wallahi al-Adim, c'est un très bon investissement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a quand même, c'est un livre où il y a beaucoup d'acteurs qui ont participé à la rédaction de ce livre-là. C'est extraordinaire. Mais malheureusement, il faut que nous, on parle en tant qu'Algériens, parce que c'est vrai qu'on peut parler au nom de la communauté musulmane, mais là, ça nous concerne, parce que c'est nous qui avons été colonisés pendant 132 ans. Il y a peu de peuples qui ont été colonisés pendant toute cette période-là. Tout à l'heure, vous dites le racisme qui existait. En 1895-96, les Italiens qui vivaient à Marseille, il y avait une grande campagne contre eux. Ils disaient dans les bars à Marseille, interdit aux chiens et aux ritards, aux Italiens. On les poursuivait dans leurs maisons, on brûlait leurs maisons. Donc la France, elle a un passé quand même qui est sombre. On nous parle que c'est un pays de lumière et tout ça. Moi, je ne veux pas la lumière, je vois que tout est assombri par tout ce qui se passe actuellement. Et ils ont une haine viscérale, pas du maghrébin, ils ont une haine viscérale de l'islam, de la religion musulmane. Parce qu'ils savent que la religion musulmane, qu'on le veuille ou pas, je ne dis pas que c'est eux que c'est les musulmans qui ont découvert la médecine ou la découvert X ou Y, mais ils ont participé avec tous les savants de l'époque pour sauver ce qui devait être sauvé de l'humanité. Les musulmans, l'islam a sauvé l'humanité. S'il n'y avait pas d'islam, peut-être qu'on ne serait même pas arrivé à ce que nous sommes actuellement aujourd'hui. Mais ça, les gens, ils oublient. C'est pour ça que je lance un appel à la jeunesse. Il faut qu'ils s'approprient leur histoire. Il faut qu'ils s'approprient leur histoire. C'est quelque chose de très important. Il y a une possibilité, mais simplement, il faut de l'aide. De l'aide, c'est l'étape. Il y a un centre culturel algérien à Paris, à Marseille, il n'y a pas de centre culturel. À Lyon, il n'y a pas de centre culturel. Un seul centre culturel dans toute la France. Ben, là, tu sais, Nourdine, bon, moi, je ne vis pas en France, toi, tu vis en France. Mais quand tu prends l'ancien ministre de l'Intérieur, Darmanin, à chaque fois qu'on a essayé d'avoir, ou que dans certaines villes, notamment à Marseille, à Tourcoing, du côté de Bordeaux, etc., le plus clair de s'entendre, Darmanin, il espionnait, entre guillemets, ces mosquées. Et il exprimait ces mosquées lorsqu'ils entendaient les prêches qui étaient faites, où il parlait d'éducation, où on parlait des valeurs de la République. Tout ce qu'on trouvait à faire, il disait que c'était des discours communautaristes et qu'ils étaient contre les lois de la République, alors que ça se passait dans des mosquées. On a fermé plus de mosquées qu'on en a ouvertes sous Darmanin. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et il n'y a pas eu une levée de bouclier, même dans la communauté musulmane. Et c'est ça aussi un petit peu qui m'a, moi, chagriné. Alors que Darmanin lui-même, son grand-père est algérien. Et c'est là où je me dis, comment on peut aller vers cet éveil pour reprendre ce fruit que l'on a défendu en France, parce que le fruit de la culture, le fruit du savoir, ça vient aussi en partie de l'islam. Et même ça, dans les madrasas, dans les institutions coraniques en France, on veut les fermer, on veut les interdire. Ça me rappelle un petit peu lorsque les Français sont arrivés en Algérie. Contrairement à ce que beaucoup disent, c'était un pays où il y avait plus de 90% de lettrés, c'est-à-dire des gens qui savaient lire et écrire. Alors qu'en France, à l'époque, les personnes qui venaient d'Alsace, etc., les nouveaux pieds noirs, ils étaient soldats, puis après on leur donnait le fameux cheval, un fusil, un cheval et une charrue, mais ils étaient illettrés. Et c'est pour ça que la soldatesque française, la première victime de cette soldatesque, ça a été les madrasas, parce que c'était le centre culturel. Pourquoi, encore une fois, la grandeur des nations vient de leur culture? C'est Saint-Louis qui a dit ça. Et les Français le savaient, et c'est pour ça qu'ils se sont attaqués au madrasa. Mais pour revenir aux fruits du savoir, toi, tu dis, l'islam n'a peut-être pas tout fait. Moi, je dis que l'islam a beaucoup fait. Tu prends l'université de Montpellier, la première université de médecine, Ibn Sina.
Je parlais tout à l'heure du Collège de France qui a été fait par François Ier. C'est là où il y avait les plus grands professeurs qui venaient. Ils venaient de la terre musulmane. Nous sommes au 15e, 16e et 17e siècle. Et je reviens encore une fois, ce que tu me dis, j'essaie de trouver le fil de la discussion parce que là, j'ai vraiment la gorge serrée. Lorsque même tu prends des auteurs comme Victor Hugo. Victor Hugo était, lorsqu'on prend son discours qu'il a fait devant l'Assemblée nationale, il a été horrible avec les musulmans, c'était un colonialiste et il traitait les Africains d'animaux sauvages. Mais sur la fin, il a découvert l'islam, il a écrit un très beau livre sur les orientales. Il a écrit un autre livre, c'était sur l'ascension de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux à Jérusalem. Et il y a un livre qui a été écrit, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, on pourra peut-être en parler tout à l'heure à la fin de l'émission, puisqu'on va faire de la publicité sur un ouvrage, Victor Hugo, l'Islam, qui a été écrit. Et on se demande si Victor Hugo n'a pas fait un long chemin pour venir vers sa découverte de la véritable religion, qui peut-être, il a même été convaincu de cette beauté de la religion musulmane, du message, et peut-être même, certains disent, après qu'ils aient lu les orientales, qu'il s'est peut-être converti. De même, on peut parler d'André Gide, qui a été en Algérie, qui a découvert la religion, puis évidemment, eu égard à ses orientations sexuelles, il n'a pas pu continuer dans cette voie parce qu'on lui a dit que bon, son orientation sexuelle ne pouvait s'harmoniser avec la religion musulmane. Pour ne citer que, bon, bien sûr, j'ai parlé d'Arthur Rimbaud, je peux parler aussi d'Isabelle Eberhardt. Et tout ça, je pense que ces jeunes devraient s'intéresser à ce genre de lecture pour découvrir non seulement que la France a des racines aussi culturelles musulmanes et qui ne datent pas de 1830, bien avant cela, et qu'ils ont fait le sillon de la connaissance qui va venir grâce à l'islam en Europe. Ceux qui ont traduit les premiers livres d'Aristote sur la République, qui vont devenir ces livres de philosophie que l'on trouvera sur toutes les universités d'Europe, il ne faut pas oublier, c'est aussi le grand commentateur. Qui est-il? Il n'est autre qu'Ibn Rushd, et il y a aussi, évidemment, Ibn Sina. Pourquoi ne pas reconnaître ça? Et c'est là où on doit revenir au fondement même de cette grande civilisation qui a été guidée par l'islam. Et ne pas laisser les Zemmour, ne pas laisser les Daoud, ne pas laisser les, sans ça, les en prison, les Zawi, etc., continuer à proférer ces mensonges. Parce qu'eux, en tant que nés musulmans, reniant l'existence même de leurs origines, se font les relais, ou sont les valets de tous ces gens qui condamnent l'islam et qui, eux aussi, ou sont nés en terre d'islam, ou eux-mêmes sont nés en terre d'islam. BHL, Bernard Lévy, il est né à Fiwaram. Zemmour, ses parents, il a dit qu'il a grandi avec la musique Shabi et Keltoum. Et on peut continuer à citer d'autres parmi les politiques, etc. Voilà, alors je ne sais pas si mon appel, moi, à ces jeunes qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, prendre ce flambeau, sans avoir honte des valeurs de la République, mais dire que cette République a aussi des piliers qui sont basés sur cette culture musulmane ou arabo-musulmane au sein même de la France. Tu parlais durant l'une de nos émissions, et tu en as fait référence tout à l'heure, Verdun, Monte Cassino, Provence. Ces gens-là devraient être, ces noms-là devraient être familiers avec la communauté musulmane, parce que c'était des batailles où les musulmans venus des colonies, notamment d'Afrique du Nord et de l'Afrique tout court, et se sont battus pour les valeurs de République. Et il a fallu attendre, et je te laisserai la parole parce que je pense que tu connais cet événement mieux que moi, la construction
de la mosquée de Paris, non seulement pour reconnaître la foi de ces soldats qui ont été tués pour la France, mais aussi de rendre grâce à la manière, non seulement parce qu'ils ont été tués, mais la manière dont ils ont donné leur vie. Tfadal, Nordine, si tu peux parler, je sais que tu es très féru de... Non, là, vous avez parlé de Moussa Darmanin. Ça dit qu'il espionnait les mosquées. Oui. Là, je vais vous citer ce que disait Moukadoum, Sidi Houas, Allah yarhamou, député du MTLD, le 20 août 1947. Ça, je le cite. Après avoir maintenu le culte musulman dans un état d'infériorité manifeste vis-à-vis des autres cultes, la colonisation a soumis les mosquées à une surveillance étroite. Elle veille notamment aux paroles des imams et des muftis, et leurs prédications sont soumises à la censure de la préfecture. Non seulement le peuple musulman a été dépossédé de ces mosquées, mais encore une grande atteinte à la liberté du culte qui fut portée seul le clergé. Donc vous voyez que rien n'a changé. 1947, 2025, et on espère encore des mosquées. Donc c'est ça, c'est pour ça que l'histoire c'est quelque chose de très important. Absolument. Il faut l'enseignement de tout ce qui s'est passé. Et on mettra tout à plat. C'est tout. Et sans haine, sans vengeance, sans rien. Que le peuple français sache qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période-là. اللي ضحاوا على الجزائر جمال دردور سي بوقادوم خضر et tous ces hommes illustres Lamine Dbaghine, il faut voir si Mohamed des propos qu'il tenait à l'Assemblée nationale française, c'est pas des gens qui avaient la langue dans leur poche là. Ils se battaient coréens, ils se battaient avec les moyens de l'instruction. C'est pas des gens quand même qui se laissent poussé par X ou par Y. Et aujourd'hui, même chez nous en Algérie, l'enseignement simplement de l'histoire, elle est inexistante presque, inexistante. Déjà, le mal est en nous avant de voir les autres. Enseignons déjà à nos enfants qui sont dans les universités en Algérie. On a des historiens capables de tenir tête à n'importe quel individu. Voilà, c'est ça. Moi, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'on a l'histoire de la colonisation. C'est pas, peut-être, c'est l'une des plus abjectes je dirais, des 10 derniers siècles, ou même un peu plus. La souffrance du peuple algérien, elle est unique dans sa... Tout à l'heure, vous avez parlé de l'enseignement d'Ibn Avreos, Ibn Rushd, mais Ben Khaldoun, c'est le père de la sociologie moderne qui étudie... Absolument, bien avant Diderot, c'est vrai. Du monde. Voilà. Et on oublie. Donc, c'est pour ça que Moussa Darmanin, on est le 20 août 1947, on avait l'impression que ça date d'hier ou avant-hier. Et M. Boukadoum, Allah yarhamou, ils ont saisi l'Assemblée nationale pour leur expliquer les difficultés qu'il y avait en spoliant les terres qui ont été prises par la force qui sont devenues des terres qui appartenaient à l'État français. Ils ont été vendus à un prix dérisoire à des Italiens, des Espagnols, et ils ont créé pendant un certain moment, il y a eu peut-être dans les 500 000 morts, il y avait une épidémie de choléra qui a massacré la population algérienne. Malgré tout ça, ils ont tenu tête jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, Voilà, c'est Mohamed. Donc il faut se battre, c'est Mohamed. Il faut se battre que l'État algérien s'approprie cette histoire. L'État a des moyens d'avoir il ne faut pas laisser l'histoire n'importe où. Il faut donner la possibilité à tous ces jeunes de s'inscrire vous avez à Aix-en-Provence une richesse extraordinaire à tous les documents que vous cherchez. Simplement, il faut avoir le temps, il faut avoir des moyens d'aller passer le temps là-bas. Et vous avez toute l'histoire, elle est là. Il n'y a rien de caché. L'émir Abdelkader qui a été emprisonné ici à Toulon, c'est les geôles où ils étaient avec les fers, où ils étaient les fers au poignet, et jusqu'à présent, il y a encore sa photo. Il y a possibilité. On oublie. Juste pour le ministre de Bayrou, en 2009 ou en 2010, il a interdit l'enseignement
de l'enseignement de parler d'Aimé Césaire pendant cette période-là. Il a interdit complètement. Dans les lycées, dans les machins, il a interdit. Pourquoi? Parce qu'Aimé Césaire, c'était un député aussi à l'Assemblée nationale de 1947, et c'est un bonhomme qui n'avait pas la langue dans la poche. Un bonhomme qui tenait tête au général de Gaulle, qui tenait tête à tous les gens-là. M. Bayrou, il a interdit que ces livres soient enseignés dans les lycées français. Donc, vous voyez que c'est parce que là, ça les dérange, cette histoire. Et à chaque fois, quand il y a des gens, par exemple, qui veulent montrer aux gens, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, de suite, hop, on trouve le système de... Non, continue, sinon, voilà, c'est ça. Donc, il faut là-bas, peut-être qu'en Amérique, les gens, ils ont beaucoup plus de créer une fondation, de saisir l'État algérien, de mettre le paquet pour le Wahd. Dernièrement, il voulait parler de l'histoire avec Benjamin Stora et un Algérien que je ne connais pas. Et après, plus rien. On n'entend plus parler. Benjamin Stora a préparé... il a eu pas mal de réponses en ce qui concerne l'histoire de l'Algérie. Et plus après, on n'a plus parlé. De l'autre côté de la Méditerranée, c'est bouche cousue. Personne ne parle. Il faut que les gens s'approprient de l'histoire. Il faut que ces jeunes s'investissent dans cette histoire. Et tu as un paquet de cigarettes qui vaut peut-être 10 ou 12 euros. Et avec 10 ou 12 euros, tu peux acheter un livre facilement. Et qui peut être profitable pour toi et pour tes enfants, pour toute ta famille. Voilà, c'est ça. Il y a énormément de livres. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'islam. Il y a un dictionnaire, je crois, qui fait dans les 700 ou 800 pages, de l'islam, de la naissance de l'islam en France, jusqu'à il y a 10-15 ans en arrière. Un ouvrage, en effet, par des intellectuels de haut niveau, vraiment, c'est une sommité. Il y a possibilité. Il y a possibilité de... Voilà, c'est Mohamed Fadl. Là, mais encore une fois, si tu veux, dans un pays qui est, entre guillemets, aussi éduqué que la France, dans un pays où, lorsqu'on voit le système éducatif en France, que ce soit au niveau scolaire, primaire, dans les lycées ou à l'université, et après on arrive que parmi les 20 plus grandes écoles du monde, il y en a 5 ou 6 qui sont françaises. Donc, où l'éducation est quelque chose de... c'est sacro-saint. Mais je n'arrive pas à comprendre, lorsqu'il s'agit de l'islam, on veut cacher que cette renaissance de l'Europe, qui vient après le Dark Age, c'est-à-dire le Moyen-Âge noir, c'est grâce justement à ces écrits de scientifiques musulmans qui ont été découverts en Andalousie lorsqu'ils sont partis en 1492, etc. Mais en tout cas, c'est ce qui a donné Renaissance. Et je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, là je parle en 2024, lorsqu'on veut sur les chaînes françaises parler ou avoir un porte-parole de l'islam, on me ramène quelqu'un comme un Chagrouni. Enfin, je suis en train de peut-être décourser son nom, et on ne me ramène pas quelqu'un comme Khaled Benchir. Bien que Khaled Benchir, il a son émission sur France Culture. Et ça, je pense que c'est pas seulement la communauté française, c'est aussi, comme tu disais à juste titre, cet éveil qui doit être au milieu de la, si tu veux, la communauté musulmane d'origine arabe ou africaine ou même asiatique, mais des musulmans français. Et tu disais tout à l'heure, comment combattre ça? Moi, je dis que ce combat, oui, il y a de l'autre rive. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit, la colonisation dont a souffert l'Algérie pendant 132 ans, je ne pense pas qu'il y ait une équivalence, que ce soit chez les colons anglais ou hollandais ou portugais, ou peut-être, si tu veux, je parlerai de l'esclavagisme aux États-Unis. Mais, encore une fois, pourquoi il n'y a pas cet éveil? Parce que personne n'est là pour nous tendre la main. L'autre rive ne nous tend pas la main. L'autre rive pour débroussailler l'histoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, il a fallu qu'il y ait quelqu'un comme Benjamin Stora qui écrit ce mémoire qu'il a fait pour le donner à Macron. Évidemment, c'était téléguidé, bien que j'ai un grand respect pour Benjamin Stora, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Mais encore une fois, je réponds à ton appel. Que doit-on faire pour
éveiller tous ces jeunes qui sont aujourd'hui des médecins, qui sont aujourd'hui des ingénieurs, qui sont aujourd'hui des chercheurs. Encore dernièrement, je pense que bon, l'Institut de Pierre et Marie Curie, c'est une musulmane d'origine maghrébine qui en a pris la direction. Pourquoi ces voix ne s'élèvent pas pour faire reconnaître qu'ils sont français et musulmans et qui veulent arrêter cette de faire de la France un pays de faussaires, comme je disais tout à l'heure, même si j'ai cité Victor Hugo, j'ai cité Gide, j'ai cité, comment s'appelle-t-il, Arthur Rimbaud, puis même, je pourrais même citer des femmes. Hein. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait aussi des femmes, c'est Apolline, la nièce de Lamartine, même Lamartine, qui est pourtant connue, s'intéressait à l'islam. D'ailleurs, sa nièce s'est convertie parce qu'elle a eu ce livre de l'islam. Arthur Rimbaud, dont on a parlé tout à l'heure, comment il a découvert l'islam, c'est son père qui était un légionnaire en Algérie et qui lui a offert le premier Coran lorsqu'il avait, je pense, 15 ans. Alors, je ne sais pas, je reviens encore, j'essaie d'être clair moi-même dans mon explication, je ne sais pas si je passe le message. C'est à cette population française, musulmane, de se lever et de commencer à batailler en citant des gens comme Victor Hugo. On n'a pas besoin de citer des Iqbal ou bien Averroès ou Ben Rushd. On va aller doucement, on va citer des Français qui se sont convertis. La plupart des convertis musulmans en France, ce sont des intellectuels et des professeurs d'université. On prend Brenet, on prend René Guénon, on prend Eva de Vitré. Eva de Vitré, c'est une physicienne. René Guénon, bon, c'est pas à toi que je vais apprendre qui était René Guénon. Mais pourquoi, encore une fois, on n'arrive pas à percer? Certes, le combat est dur. Je ne vais pas dire que c'est un combat qui est simple. Quand vous avez un tiers de la population française, c'est-à-dire un Français sur 3 votants, qui vote pour l'extrême droite, il y a un problème. C'est un problème sociétal. Moi, je dis, on peut le regarder de 2 manières. C'est un problème sociétal parce que, comme tu as dit, je reprends tes mots, parce qu'ils ont peur. Ou c'est un problème où ces gens qui sont des Français musulmans, à force d'avoir vu leur père baisser la tête, eux ne veulent plus baisser la tête, mais ils disent, bon, moi je veux m'intégrer, et pour eux l'intégration, ils répondent à certains échos qui sont faux, des Dao, des Sansal, etc. Je ne sais pas si je transmets mon message à Nordine, dis-moi, peut-être que je n'utilise pas les mots vrais pour toucher cette frange de la population française musulmane. Tout à l'heure, vous avez parlé de Khaled Ben Cheikh. C'est une grande personnalité. Absolument. Oui, une fois, on a été, je crois qu'on a même un documentaire, il faut que je le cherche. On est parti à Paris, moi et un caméraman. Et il nous a reçus, il faut voir, elle est d'une gentillesse extraordinaire. Extraordinaire. Et il nous a préparé un repas fabuleux. Et on l'a interviewé pendant 1 heure, il nous a très bien reçus. Il est venu dernièrement à Marseille, et moi j'étais peiné. Dans la salle, peut-être il y avait 20 ou 25 personnes. Ah, ouais. Donc à Marseille, une ville où il y a 200 000 musulmans. Ben, non, le problème, c'est que l'investissement dans l'histoire, il faut des moyens. Les moyens, déjà, la première des choses, que les autorités algériennes puissent ouvrir un centre culturel algérien quand même. On peut le faire. Ça ne demande pas grand-chose. Et ils ont des locaux. C'est Mohamed, ils ont des locaux et qui peuvent servir du jour au lendemain. Des locaux qui ont coûté dans les 700-800 000 euros de travaux. Il faut et ramener des intellectuels. Tout à l'heure, vous avez parlé de Benjamin Stora. Mais il y a aussi même si des fois on ne s'entend pas trop, c'est Mohamed Harbi qui a fait un travail. Bon, mais quand même, il a fait un travail. Il y avait Mahfoud Qaddash, Meskin, qui est mort, Meskin, dans l'anonymat total. Ah oui, c'est un historien on ne peut même pas le comparer à quelqu'un d'autre sur le plan historique. Il y a eu des hommes de grande volonté, mais ils sont disparus. On a l'impression que tout s'est arrêté dès qu'ils sont partis, quand ils étaient vivants. De temps en temps, on les voyait dans la télévision, on les voyait dans la presse, on les voyait. Maintenant, donc ça fait, je ne sais pas moi, 5-6 ans, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et c'est ça l'État algérien, si des responsables nous écoutent, s'ils veulent vraiment investir dans un domaine qui peut rapporter peut-être, pas à court terme, mais à long terme, quelque chose de positif pour les Algériens, dans le ressent que ce soit les Algériens
qu'ils ont la double nationalité ou l'Algérie de l'autre côté. C'est l'investissement dans les livres d'histoire, c'est l'investissement. Il faut investir cette histoire, il faut la décortiquer, la débroussailler et la mettre pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout. Sans haine, sans regret, sans rien du tout. Bijou, un criminel, c'est un criminel, voilà qu'est-ce qu'il a fait. Ils peuvent. C'est le souhait. Ça, c'est un souhait, Inch'Allah. Oui, tu sais, encore une fois, tu cites Khaled Benchir, tu as cité aussi les historiens algériens. Moi, je vais prendre un exemple, puis là, je crois que je vais enlever l'épée de Damoclès qui est au-dessus de ma tête depuis le début de l'émission. Je ne savais pas comment l'introduire, mais maintenant, je vais l'introduire. Lorsque tu trouves une personnalité musulmane qui perce les écrans, une personnalité musulmane qui va être invité, devant l'Assemblée nationale française et qui va humilier les députés qui l'interrogeaient. Lorsque tu prends cet homme qui était un professeur à Oxford, que ses livres ont été traduits dans plus de 100 langues, et du jour au lendemain, ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit. Cet homme, c'est Tariq Ramadan. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, il est venu aux États-Unis, on s'est battu parce que New York Université, bien sûr les sionistes ne voulaient pas qu'il vienne, on était en pleine, comment dirais-je, il y avait bien sûr la guerre au Moyen-Orient, il n'y avait pas encore Gaza, mais il y avait quand même ce pays, la Palestine occupée, qui vivait sur un ciel, une prison ouverte, et il était là pour en parler justement. Et Tariq Ramadan, je l'ai rencontré, on a discuté, j'ai assisté aussi plusieurs fois aux fêtes de l'UMA lorsque je pouvais aller en France, et j'ai toujours été admiratif de ce leader. Pourquoi? Parce que tout en étant un intellectuel accompli, il parle je ne sais pas combien de langues, il a écrit, comme je te dis, des livres qui ont été traduits dans plus de 100 langues et invités dans tous les pays, et on a réussi à le faire taire sur de fausses bases. Je ne suis pas là pour défendre ou pour le juger sur ce qu'il a fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été innocenté, mais innocenté après 9 mois passés en prison. Et c'était Forrest qui l'avait accusé avec sa concubine, qui est une Algérienne d'orientation sexuelle que tu sais. Mais pendant 9 mois, il était en prison. Alors que c'était quelqu'un, lorsqu'il était sur un plateau de télévision, je peux dire sans exagérer que c'était un phénix, il écrasé. Et je me souviens, quand il a été invité à l'Assemblée nationale française, c'était Philippe de Villiers, je crois, qui essayait de l'interviewer et qui l'a regardé en disant « Mais c'est pas vous qui allez me raconter l'histoire ». Ça revient un petit peu à ce que tu disais, toi. Lui connaissait l'histoire, l'historicité de la religiosité musulmane en Europe et en France, et il l'a dit à de Villiers. Pourquoi on a réussi à l'écarter, à le mettre en prison pendant 9 mois? Et ce qui est, encore une fois, parfois, l'histoire, les coïncidences sont extraordinaires. À la même époque, quelqu'un qui avait été connu pour des déprédations sexuelles, pour pratiquement des viols commis pendant de nombreuses années dont tout le monde savait, mais on les a toujours cachés, allant jusqu'à violer mère et fille en même temps. Cet homme s'appelle TSK. Et il a été nommé à l'époque au World Bank ou l'IMF. Je crois que c'est la Banque mondiale ou bien le Fonds monétaire international. Il était président du FMI. Voilà, le FMI, exactement. Et puis, on va se faire avoir par cette pauvre petite femme de ménage qui, au départ, va poser plainte. Il va être, d'ailleurs, c'était triste à voir qu'un homme de cette envergure. De cette envergure, j'ai assisté à ses cours en France. Qui aspirait à être président de France. Hein. Oui, et j'ai assisté à ses présentations. J'étais banquier, comme tu sais, à l'époque j'étais avec Citibank, donc j'avais été avec le Fonds monétaire international, le World Bank, et c'était quelqu'un qui vraiment était d'une culture, d'une envergure incroyable. Mais lui a été arrêté pour avoir vraiment violé cette femme de ménage. On a été le rechercher dans un avion, ça c'est aux États-Unis. On l'a attaché, on l'a montré devant les écrans. Arrivé en France, il est libéré.
il ne va pas passer un jour en prison. C'est en même temps que l'affaire Tariq Ramadan, qui a été accusé de viol. Je ne suis pas là pour me prononcer sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Toujours est-il qu'il a été innocenté, mais qu'il a passé 9 mois de prison. La question que je me pose, c'est pourquoi, lorsqu'on a un homme qui était un leader naturel, il pouvait parler aux gens, je l'ai vu, moi, à la fête de l'humain, comment il parlait avec ses enfants de la banlieue, mais dans un langage les plus simples, il parlait leur langage, en leur disant, mais vous êtes musulmans, ce n'est pas en allant mettre des petites gamines de 15-16 ans dans les cités en les prostituant ou bien en faisant des choufs pour aller vendre votre drogue que vous êtes des bons musulmans. Non, venez, je vais vous expliquer. Et il s'asseyait avec eux, je ne sais pas si tu as été à la défaite de l'UMA, sous un chapiteau, mais c'était là où il y avait le plus de monde, c'était autour de lui. Et en même temps, tu pouvais le retrouver sur les bancs des plus grandes universités. Il ne faut pas oublier qu'il était à Oxford pendant de nombreuses années. D'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est lui qui a décortiqué Machiavelli. Et Dieu sait s'il est dur à lire, Machiavelli. Lui, il a écrit 3 ou 4 livres sur ça, et c'était sa spécialité. Hein. Et pourquoi beaucoup de Français vont dire que le machiavélisme, c'est un terme péjoratif. Non. Machiavel, c'était un diplomate, c'était quelqu'un qui a su s'imprégner de toutes les cultures. Et le discours du prince de Machiavelli, il a été écrit à partir d'une prison, parce qu'il était en prison, eu égard à ce qu'il avait fait, et que surtout son père avait fait pour Gênes. Enfin, je ne vais pas parler de l'histoire de l'Italie, mais toujours est-il que le point que je veux faire, c'est que Machiavelli s'est beaucoup inspiré de l'Empire ottoman, de l'organisation des armées sur pied. C'est lui, c'est Machiavel, il s'est inspiré de l'Empire ottoman. Mais ce que je voulais dire par là, pour revenir à Tariq Ramadan, et de le mettre en juxtaposition, pas en juxtaposition, c'est pas le terme exact, avec DSK, c'est là où je dis que la France est un pays de faussaires et d'hypocrites. Pourquoi? Tous les deux sont d'une grande envergure intellectuelle. Tous les deux, peut-être, n'ont pas des vies sans reproche. Mais l'un a été pris la main dans le sac par les Américains, traîné devant un tribunal. L'autre, c'était sur de fausses accusations, mais avec de fausses déclarations, bien évidemment. Il y a même, enfin, le procès, on dit que le policier avait fait de fausses, comment dit-on, de faux procès-verbaux avec Caroline Forest et sa concubine, qui d'ailleurs, eux, n'ont eu aucune espèce de punition, si ce n'est celle de Laurent Ruquier sur On n'est pas couché, qui a dit à Caroline Forest, je ne vous inviterai jamais plus parce que vous avez accusé un homme qui était innocent, qui a passé 9 mois de sa vie en prison. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'ignominie de ce pays dès qu'on a un leader musulman qui sait parler, qui veut faire comprendre aux enfants délaissés de la République française qu'ils ont droit au chapitre et qu'ils ont droit à leurs rêves et qu'ils ont droit surtout à l'éducation. C'est ça, hein, Noureddin, je ne sais pas si je m'exprime, parce que là, encore une fois, je suis très émotif aujourd'hui dans cette émission, mais c'est là où je ne peux pas pardonner à Madame la France, le pays des droits de l'homme, enfin, supposé des droits de l'homme, dirais-je, d'avoir fait ça au XXIe siècle, avec 2 personnes d'envergure, mais avec 2 finalités différentes. L'un va être enfermé, l'autre va rester et continuer à faire ce qu'il fait. Et ça, je ne peux pas pardonner à Madame la France, ce genre d'action. De tuer dans l'œuf quelqu'un qui voulait faire naître des enfants de la République, qui certes sont musulmans, mais qui voulaient les faire naître, les inscrire ou les insérer dans cette société qui les avait rejetés. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Nordine. C'est Mohamed, c'est vrai que Tariq Ramadan, c'est une grande personnalité. Moi, je me rappelle lorsqu'il est venu la première fois à Marseille, il y a peut-être une vingtaine d'années, et c'est vrai qu'on était émerveillé par cet bonhomme qui, quand il commence à parler, c'est extraordinaire. C'est vrai. Il ne faut pas oublier que c'est le petit-fils de Hassan Ben Allah yarhamou.
Et je Ben, crois on qu'il a n'arrête payé. pas de le lui reprocher. Enfin, Oui, je te justement. laisse terminer, je vais dire un petit mot là-dessus aussi. Voilà, Fadal. ils l'ont accusé parce que c'est un intellectuel, c'est un homme qui est plein de savoir. Et je reviens toujours à Sibou Qadoum, Allah yarhamou, toujours en 1947, la fermeture des mosquées aux docteurs non officiels de la loi, de la foi, de la loi musulmane, contribue d'autre part à répondre l'analphabétisation devenue une des plaies de l'Algérie, car ce pays d'islam, les mosquées sont non seulement des lieux de prière, mais encore des lieux où les docteurs de la loi musulmane viennent donner des cours. Donc, Tarek Ramadan, il est dans cette lignée. Il vient, et c'est vrai que les premiers temps, il était invité dans des lieux de culte, et il parlait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il a quelqu'un qui a le savoir, il faut le détruire. C'est pour ça que je reviens toujours. Il faut l'enseignement de l'histoire, c'est Mohamed. C'est la Bien seule sûr, bien sûr. possibilité qui peut nous sauver, il n'y a rien d'autre. Voilà. Malheureusement, Tarek Ramadan, il a payé, mais quand même, il est en train quand même de reprendre vie à la Kulihal. Il est beaucoup sollicité là en France, dans des soirées, dans des conférences, il reprend un peu ce qu'il a perdu par le passé, parce que les gens ne sont pas bêtes, ils savent qu'il fallait l'attaquer parce que c'est un intellectuel qui ne se laissait pas faire, qui ne se laissait pas impressionner, et c'est pour ça que même son frère, on n'entend plus parler de lui. Je crois que heureusement qu'il a eu la nationalité suisse, parce qu'il n'avait pas la nationalité suisse, je ne sais pas ce qu'ils auraient fait de lui. Ah, ça c'est sûr, ça c'est. Euh, Je crois, si je peux dire un mot sur Tariq Ramadan, son grand-père El Benna, oui, c'était lui, Hassan Benna, c'est lui, c'est vrai le père des frères musulmans, mais contrairement à l'image que l'on veut traduire, toutes les tantes de Tariq Ramadan étaient des intellectuels ou des professeurs d'université ou des chercheuses ou bien des enseignants. Ça, ce sont ces tantes, les enfants de Hassan el-Benna. Alors qu'on essaie de faire croire que c'était les frères musulmans qui étaient des assassins, etc., etc. Mais encore une fois, ça c'est, en France en tout cas, moi je pense c'est principalement, comment je peux dire ça dans des mots simples, en France c'est principalement la visibilité croissante de l'islam et l'incompatibilité supposée entre certaines de ces pratiques ou traditions et le principe de la laïcité, notamment la stricte distinction des sphères publiques et privées qu'il serait censé garantir. Qui, je tiens à le rappeler, depuis la fin des années 1980, avec la première affaire des fouloirs, je ne sais pas si tu t'en souviens, Nordine, des premières affaires des fouloirs à l'école, ont relancé les débats sur le champ d'application de la portée de la loi de séparation entre l'Église et l'État. Au risque de faire une simplification, les débats opposent, au-delà des lignes politiques habituelles, les défenseurs d'une laïcité de combat, qui voit dans le strict refoulement des particularismes religieux, à la sphère privée, la seule solution pour préserver une identité civique commune aux partisans d'une laïcité positive qui met en garde contre une application absolutiste de la séparation entre les églises et l'État. Alors, selon ces derniers, il y a le couvert de l'universalisme républicain et il y a une approche de la laïcité. Mais même l'approche de laïcité, elle est discriminatoire aujourd'hui à l'encontre des minorités religieuses, notamment les musulmans. Si on voit la législation, je ne sais pas si tu te souviens, de 2004 et celle de 2010 sur le port du voile intégral dans l'espace public, de même que le récent projet de loi visant à instaurer une obligation de neutralité religieuse dans les établissements privés d'accueil de la petite enfance lorsqu'ils sont chargés d'une mission de service public, ou encore l'exclusion de cette petite lycéenne musulmane accusée de faire du prosélytisme en portant une jupe trop longue et noire, et cela signalerait un durcissement du principe de séparation avec une mise à l'écart toujours plus stricte des appartenances confessionnelles. J'ai grandi en France. J'étais interne dans un lycée jésuite. Puis j'ai fait la fac. Il y avait des personnes de confession chrétienne qui venaient avec des croix autour du cou.
Il y avait des personnes de confession juive qui venaient avec la kippa. Ça n'a jamais été un problème. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ça devient un problème? Comment se fait-il que, je ne sais pas si tu te souviens de Valls, qui était à l'Assemblée nationale, il se couvrait avec la kippa lorsqu'il allait parler avec ses invités juifs. Ou encore Habib, ce fameux député représentant les Français les Français de confession juive, qui allait avec sa kippa à chaque fois qu'il allait à l'Assemblée nationale qui est le credo même de la laïcité, ou qui devrait être le credo même de la laïcité. Pourquoi on ne leur a jamais rien dit? Pourquoi se fait-il que maintenant les signes ostentatoires de cette petite lycéenne qui n'avait même pas un foulard sur la tête parce qu'elle avait une jupe qui était longue, on lui a dit non. Je me pose la question, je vais même le dire en arabe, pourquoi? Et comment veux-tu qu'après que ces jeunes qui n'ont pas cette conscience religieuse, qui n'ont pas encore cette conscience de la liberté, de ce concept de la liberté de conscience qui va grandir avec le fait que leurs mères qui portaient le voile en les attendant à la sortie de l'école ont été maltraités, ont été arrêtés. Ou bien encore ces pauvres petits-enfants allant avec leur mère à la plage et qui portent des burkinis se voient verbalisés sur les plages de Nice ou de Cannes. Alors que moi, j'ai vu des décrets de Nice ou de Cannes qui datent de 1960 où on interdisait le bikini. Voilà, peut-être que ce sont des images primaires que je suis en train de faire parce que là, je suis animé par cette colère de cette discrimination qui se fait au moment où je te parle, là, maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Oui, certes, c'est à la communauté musulmane de se révolter, mais imagine-toi un enfant qui grandit avec ces images. Ça va se fauciller dans son esprit. Et c'est là où va naître la crainte. Et qu'est-ce que ça me rappelle? Ça me rappelle la crainte de ces juifs d'Allemagne qui se sentaient allemands jusqu'au moment où il y a eu le Kristallnacht, la nuit de cristal, la nuit de l'encoutou, avec l'avènement d'Hinkler et puis les gens qui disaient Mein Kampf. C'est là où on en est aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est, comment dirais-je, ces débats sur les signes de vêtements religieux qui nous induisent en erreur et qui va jusque dans cette expression où on verbalise les gens? Tu te souviens de Rachel Nekez qui allait devant les tribunaux. Beaucoup de gens l'ont pris pour un illuminé, pour un clown, mais toujours est-il que son geste, c'était symbolique. Il a été payé, bon, c'est pour que ces femmes n'aillent pas en prison parce qu'ils avaient été verbalisés. Ils payaient leur... Je ne sais pas si tu te souviens, Nordine. Oui, oui, bien sûr. À chaque fois quand il y avait une fille qui se faisait contrôler sur la voie publique, et c'est lui qui payait l'amende. Oui, et c'est là où je dis que, encore une fois, ça, pour un enfant qui est musulman et qui voit ce genre de choses arriver, qu'est-ce qu'il va dire? Mais il va dire, mais c'est les racines chrétiennes des sociétés françaises. Et de là, il va y avoir, encore une fois, s'il n'est pas proprement encadré, et c'est là où je te rejoins en disant qu'il faut qu'il y ait un encadrement pour ces enfants, pour éviter que la dérive. Moi, j'ai un frère, je vais parler personnellement. Mon petit frère, je ne sais pas si je devrais en parler, mais je vais le faire. Mon frère, non, j'en parlerai une autre fois. C'est pour illustrer comment un enfant peut tomber ou aller dans les sillons lorsqu'on lui ferme une porte. Mon petit frère s'appelle Jamel Allah Yarahmou. C'était un grand sportif. Et il faisait partie de l'équipe de handball de l'école. Et il était parmi les meilleurs. Il a fait ça dès son plus jeune âge. Mon père nous a toujours mis dans le sport. Et on arrive à la sélection de la ville, c'est à Tourcoing, dans le nord. Il est sélectionné dans l'équipe de handball de la ville. Puis il va pour la sélection de l'équipe régionale. Mon frère, à ce moment-là, il a 14 ans, il est en 3e. Et c'était un enfant brillant. Et pour lui, le sport, c'était sa protection. Mes parents, mon père était occupé à essayer de gagner sa vie. Nous étions 8 frères et sœurs. Ma mère, il est très mskina, mais elle avait l'éducation
de l'amour qu'elle essaie de nous donner. Et voilà que mon frère, que lorsqu'il s'agissait de l'équipe régionale, il était très bon, c'était lui qui avait été le meilleur dans sa prestation. Il n'est pas retenu. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Sessi Djamel. Il est né à Tourcoing, mais il est d'origine algérienne. Lui qui ne s'était jamais senti étranger, il avait des petits copains, Philippe, Jean-Pierre, Jean-Paul, Marine, Christine. Il parlait très peu l'arabe. Voilà qui se voit les portes de sa passion se refermer, alors qu'il aurait dû être parmi cette équipe régionale. Le résultat, Nordin Khouya, il s'est adonné à la drogue. Et ces sillons l'ont tué. Voilà. Enfin, je m'excuse. C'est Mohamed, ça me fait penser à. Moi, j'aime pas revenir au passé. Djamel Derdour, qui était député du MTLD et qui est mort à l'âge de 100 ans. Moi, j'ai eu la chance de le connaître. Il est venu à Marseille. Et ben, lui aussi, c'est un joueur professionnel. Il jouait avec le Red Star de l'époque. Et il avait vraiment le joueur professionnel. Un jour, avec l'équipe du Red Star, il devait aller en Suisse pour jouer contre la Suisse. Arrivé au poste de la douane, ils ont vu sur sa carte de résidence indigène, pas de nationalité, parce qu'il n'avait pas de nationalité. Donc le douanier lui a interdit d'entrer en Suisse. Pourquoi? Il lui a expliqué. Mais lui, il n'a jamais fait attention à cette carte d'identité qu'il avait. Qu'il avait juste parce qu'il avait son nom, son prénom et la photo, c'est tout. Et suite à cet incident, qu'est-ce qu'il a fait de suite? Il est revenu sur Paris. Voilà, de suite demander à M. Hajj de l'accepter dans le mouvement, le parti, l'étoile nord-africaine. Et c'est vrai que ce racisme-là qui touche toute notre jeunesse, et c'est pour ça, c'est Mohamed, moi je reviens toujours, il faut se battre. Il faut que les gens sachent qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période-là. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Tout à l'heure, vous parlez des sommités. Djamel Din Afghani, rahimahullah. Il faut qu'un jour, on une émission spéciale pour lui. Djamel Din Afghani, qui a répondu à Ernest Renan, quand même Ernest Renan qui est un philosophe de grande renommée et qui n'avait pas beaucoup de sympathie par rapport à l'islam, par rapport à... Et en 1882, je crois qu'il y avait un débat à la Sorbonne. Djamel Din Afghani devait assister pour répondre à Ernest Renan. Malheureusement, ce jour-là, il n'était pas présent, mais il lui a répondu dans un petit livre. Mais il faut voir ces gens de quoi ils étaient capables. Cheikh Mohamed Abdou, rahimahullah, sur le problème de l'islam, il critiquait beaucoup plus les responsables musulmans que peut-être les Européens les critiquaient, parce qu'ils avaient une connaissance extraordinaire. Voilà. Mohamed, c'est une émission qui est un peu spéciale aujourd'hui. C'est le racisme qui les a tués et qui a fait d'eux. Voilà, Inch'Allah, la semaine prochaine, on fera une autre émission avec un autre thème. Juste le livre pour que les gens puissent les intéresser. Voilà, c'est le choc colonial et l'islam. C'est un très beau livre. Je vous assure que vraiment, c'est un investissement qui en vaut le coup. Voilà. À mon tour, j'ai un livre à proposer aujourd'hui. C'est un livre qui s'appelle La liberté de conscience. C'est un livre quand même assez conséquent. La liberté de conscience, c'est l'histoire de... Enfin, il essaie en tout cas de donner cette notion sur ce qu'est la liberté de conscience. Et évidemment, il parle bien sûr de la loi de 1905. Mais c'est un livre que je conseille pour comprendre ce qu'est la véritable liberté de conscience. Et l'auteur s'appelle, je vais vous le dire, c'est Dominique Avon. Dominique Avon, A-V-O-N. Et c'est un livre qui a été profacé par, je vais vous dire, c'est quelqu'un de Tana. Je vais vous dire, c'est parce que j'arrive pas à lire là dans mes... C'est Ben Achour, il dit Ben Achour, le Tunisien. Tu connais. Oui, tu connais.
Ibn Ashur, c'était une grande personnalité. Ah Et oui, son, oui, et son fils, il était membre du Conseil supérieur de la magistrature en Tunisie. voilà. Il y en a une même de ses filles, de ses petites filles, qui est mariée à un Algérien qui est décédé Allah yarhamou. Yani, pour vous dire que, bien sûr, Ibn Ashur, c'est. Ben, si Mohamed, Inch'Allah, Rabbi Jib Khair, comme on dit chez nous. Ben, encore une fois, aujourd'hui, j'étais vraiment, enfin, ça m'a pris à la gorge, hein. Non seulement pour mon frère, Allah yarhamou, parce que comme je Ça fait du disais, bien. Ça fait du bien. Ça fait du oui, bien. je te Voilà, remercie pour ça et je remercie Radio El Ghorba qui nous permet de faire ce genre d'émission en espérant que ces jeunes qui sont à l'écoute sachent qu'on est là, qu'on est les anciens, peut-être si on peut les aider à notre manière avec cette parole et si tu veux ces émissions que l'on fait. Mais encore une fois, tout leur appartient, c'est entre leurs mains. Et je répète, c'est toi que je répète tout le temps et je sais que tu vas me reprendre encore une fois là-dessus. Un pays sans mémoire un est pays sans appelé avenir. sans avenir, et un homme sans mémoire est aussi appelé à mourir seul. Voilà, c'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça donc que je vais finir sur cette note. Merci encore une fois à toute l'équipe technique derrière Radio Al-Ghorba. Il faut les remercier aussi pour les efforts que ça. Et merci à toi, Nordine, de nous donner ce micro. Et je répète encore une fois à tous les auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez je mets toujours sur ma page les coordonnées pour nous envoyer des emails ou bien tout simplement des messages, parce que c'est grâce à vous que vont savoir d'abord si nous devons faire quelques corrections, mais aussi pour recevoir des suggestions pour continuer à faire ce genre d'émission. Et bon, bien sûr, Nordine est toujours là pour suggérer ces sujets qui nous sont très très chers au cœur. Nordine, encore une fois, merci au nom de tous ces oubliés de l'histoire et aussi merci de nous permettre d'aller sur les sentiers d'ailleurs. Merci Nordine. La prochaine et la semaine prochaine. Hein. À dimanche, ah oui, définitivement, dimanche prochain, Inch'Allah, on sera déjà l'année prochaine, non? Voilà, l'année prochaine, on sera l'année prochaine. Voilà. Pour une fois, je réitère mes voeux pour tous les chrétiens qui nous écoutent en espérant que l'année prochaine verra la paix. Puis j'ai une petite pensée pour ces enfants de Gaza, bien évidemment, qui, à la le bouche, je ne sais pas. Enfin, bon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Allez, c'est Mohamed, à bientôt, Inch'Allah, la semaine Merci, prochaine. à bientôt. Merci, au revoir.